Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être ici, célébrer les 300 ans de la section. Il s'avère que moi, par un heureux hasard, je suis arrivé à la section il y a presque exactement 30 ans. Il y a un dixième des 300 ans. À un mois près, c'était à 30 ans. Alors, je n'ai pas passé les 30 ans complets à la section de maths. J'ai un petit peu voyagé entre-temps. Je suis arrivé comme étudiant il y a exactement 30 ans. Et voilà. Donc, ça me fait aussi très plaisir de parler de Jones, qui est un grand mathématicien à l'Université de Genève, que j'ai relativement bien connu. Donc, je veux commencer par vous dire 2-3 mots de sa vie, donc une brève biographie de von Jones, dont vous voyez un portrait ici. Il est né à Gisborne, en Nouvelle-Zélande, en 1952. Et il a étudié, il avait son bachelor et son master en maths à Auckland, vous voyez, entre 69 et 73. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que Jones, comme il le disait lui-même dans des interviews, n'était pas parmi les meilleurs étudiants de sa volée. Et le résultat, c'est qu'il s'est trouvé coincé à son master sans place de thèse. Et là, il voyait déjà la fin de sa jeune carrière arriver. Et toutes les places de thèse étaient prises par des étudiants plus brillants que lui. Et alors, heureusement, pour tout le monde, pour lui, pour nous, pour la section de maths, un ami lui a parlé d'une bourse fédérale suisse de collaboration académique internationale, qui s'appelle Bundesstipendium. Et il a candidaté, et il l'a eu. Il est venu en Suisse, et comme il l'a dit lui-même, « My career blossomed from there ». Donc c'est grâce à cette bourse suisse qu'il a pu faire carrière. Donc là, on peut quand même être assez fier de ce choix que certains fonctionnaires fédéraux a fait il y a maintenant de longues années. Donc il est venu en Suisse, d'abord il est allé à Fribourg, en 3 mois il a appris le français, donc ça c'est aussi un modèle à suivre je pense pour ceux qui viennent ici à Genève, donc il a appris très vite le français, il était parfaitement francophone. Et en fait, au départ, il était intéressé par les fondations mathématiques de la physique quantique. Il s'avère qu'il y avait un professeur en physique chez nous qui s'appelle Yao, qui avait écrit un bouquin là-dessus. Il avait lu son bouquin quand il était encore à Auckland, et donc il voulait travailler avec lui. Malheureusement, il est arrivé et Yao est mort une semaine après. Alors il a discuté avec Piron, Constantin Piron, aussi qui travaillait dans le même domaine, avec Jean-Pierre Ekman. Je ne pense pas qu'il est ici, mais il est toujours actif. Et puis finalement, il s'est orienté vers la section de mathématiques et il a commencé à parler avec Effliger, dont vous avez entendu parler, non? Et il a demandé à Effliger, est-ce que je peux commencer une thèse chez vous? Effliger lui a dit, oui, tu commences demain. Et il a commencé comme ça. Et Jones est venu avec une idée de sujet de thèse. C'était les algèbres de von Neumann, qui est un sujet donc important pour la fondation mathématique de la mécanique quantique. Et Effliger, ce qui prouve sa grande ouverture d'esprit, n'était pas du tout un spécialiste de ce sujet, mais a accepté Jones comme étudiant et a accepté ce sujet de thèse. Et il l'a recommandé auprès de Alain Cohn, qui était un des grands spécialistes à l'époque, et encore maintenant à Paris. Et du coup, Jones a été discuté avec Alain Cohn, et ça a donné une thèse très brillante. Et là, les 4 noms que je vous ai donnés ici sont les 4 membres du jury de la thèse de Jones. Donc, Effliger, Pierre Vert, dont vous avez entendu parler, Alain Cohn et Pierre Delarue. Et suite à cette thèse, il a obtenu un prix, le prix Vacheron-Constantin, de la meilleure thèse de maths à Genève. Et c'était le premier d'une longue série de prix qu'il a obtenu. Donc je vous en cite un autre, qui est le plus connu, la médaille Fields, qu'il a obtenue en 1990 à Kyoto. Et je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer cette photo célèbre de la façon dont Jones était habillé lorsqu'il a donné son exposé plénier suite à la réception de sa médaille Fields. Donc les connaisseurs reconnaîtront le maillot des All Blacks. Voilà, donc ça montre que Jones, qui malgré tout le prestige de ses prix, avait maintenu une saine distance avec le fait de se prendre trop au sérieux, disons. Ensuite, il a fait l'essentiel de sa carrière à l'Université de Californie à Berkeley. Mais il est venu rendre de fréquentes visites à Genève. En particulier, il a fait 2 années sabbatiques, en 93-94 et en 98-99. Il s'avère que c'est en 98-99 que je l'ai rencontré pour la première fois. Et comme j'ai eu la chance de faire mon postdoc à Berkeley, je l'ai aussi côtoyé à cette occasion. Et il a terminé sa carrière à l'université de Vanderbilt. Voilà pour la biographie.
Donc, c'est évidemment impossible de vous faire en un quart d'heure les contributions principales de Jones, mais je vais vous donner les deux domaines principaux où Jones a eu des contributions. Le premier de ces domaines, c'est la théorie des sous-facteurs. Donc, ce sont les algèbres de von Neumann. Ça, c'est un portrait de von Neumann. Donc, c'est ce dont je vous parlais avant. D'accord, c'est un domaine mathématique qui est très utile pour la fondation des fondations de la mécanique quantique. Et son deuxième sujet de prédilection, c'était la théorie des nœuds, où il a découvert un polynôme qui porte maintenant son nom. Et moi, pour des raisons évidentes, je vais vous parler seulement de cette deuxième contribution, d'abord pour des raisons de temps et pour des raisons de compétences, parce que je ne suis pas du tout compétent pour vous parler du premier, et un peu plus pour vous parler du second. Donc, polynôme de Jones. Donc j'ai de la chance, parce que comme j'arrive en dernier, il y a les gens, les précédents orateurs ont déjà parlé de pas mal de choses dont je voulais vous parler. Donc en particulier la théorie mathématique des nœuds, vous savez déjà un petit peu ce que c'est. Peut-être qu'on va aller un tout petit peu plus vite. Donc c'est l'étude de plongement de cercles dans l'espace à déformation près. Alors là, vous voyez, vous avez ça ressemble au nœud de trèfle, mais ce n'en est pas un, parce que vous voyez que les croisements là n'alternent pas. Donc en fait, si on prend le nœud de gauche et qu'on le déforme continuellement, on voit qu'en fait c'est le nœud trivial, d'accord. Donc c'est pas le trefoil knot, c'est le trefail knot, comme on dit. Donc on n'a pas réussi à faire un trefoil knot. Donc voilà, ça c'est un exemple de nœud trivial. Par contre, donc si je prends le nœud trivial, si je prends le nœud de trèfle qui est ici, si je prends le même nœud mais que j'ai inversé tous les dessus-dessous, tous les croisements, c'est ce qu'on appelle l'image miroir du nœud de trèfle, ou si je prends ce nœud là-bas qui s'appelle le nœud de 8, et il s'avère que vous pourrez essayer toute votre vie de les déformer les uns dans les autres, vous n'arriverez pas à passer de l'un à l'autre. Et donc, comme il a été mentionné dans les précédents exposés, quels sont les outils qu'on a pour démontrer vraiment que deux nœuds ne sont pas équivalents? Si on veut démontrer que deux nœuds sont équivalents, c'est pas très difficile si c'est vrai, c'est qu'on prend un nœud et puis on fait explicitement la déformation contenue pour passer à l'autre. Ah, on aura démontré qu'ils sont équivalents. Si deux nœuds ne sont pas équivalents, comment est-ce qu'on peut démontrer ça? Ça, évidemment, c'est beaucoup plus difficile, parce que même si on essaye beaucoup et qu'on n'arrive pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été assez intelligent peut-être pour trouver la méthode. Et donc, comme il a été fait mention, ce qu'on utilise, ce sont des invariants. Donc, c'est Élise qui en a parlé principalement. Donc, des invariants, ce sont les invariants de théorie des nœuds, c'est une façon d'associer à tout nœud un objet. Alors, il faut penser à un nombre entier, à un polynôme, un groupe, tel que si deux nœuds sont équivalents, alors les invariants ne changent pas. Et donc, comme l'a bien dit Élise, la façon dont on utilise ça la plupart du temps, c'est par la contraposée, c'est de dire, ah, alors si je trouve deux nœuds tels que l'invariant est différent, ça veut dire que les deux nœuds ne sont pas équivalents, j'aurais démontré que les nœuds ne sont pas équivalents. Et donc, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que c'est qu'un bon invariant? Parce que des invariants, il y en a plein, et je peux vous en donner un tout de suite. Vous prenez tous les nœuds et vous mettez la valeur 0. Ça, c'est un invariant, d'accord? C'est un invariant, mais il sert strictement à rien, parce qu'il ne distingue personne. Donc, pour qu'un invariant soit utile, il doit d'abord distinguer un maximum de nœuds, ensuite il doit être facile à calculer, et aussi facile à comparer. Alors, je vais y revenir dans une slide. Donc voilà, ça c'était une sorte d'introduction à qu'est-ce que c'est que la théorie des nœuds de manière très générale et très vague. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu comment était la théorie des nœuds avant le polynôme de Jones. Donc, ce qu'on appelle la théorie classique des nœuds. Donc, avant 1984, c'est en 1984 que Jones a découvert son polynôme. Donc, tous les invariants qui étaient connus à l'époque étaient de nature topologique. Ça veut dire, comment on faisait? Alors, si on appliquait la topologie algébrique à un nœud, on ne va pas appliquer au nœud lui-même. Ça, c'est une très mauvaise idée, parce que le nœud lui-même, c'est juste un cercle. Il n'a aucune information topologique. Tous les nœuds sont les mêmes, si on regarde juste l'espace lui-même. Par contre, la façon dont le nœud est plongé dans l'espace, ça c'est différent. Donc du coup, une façon de faire ça, c'est de prendre l'espace R3 et on enlève le nœud, on obtient l'extérieur du nœud, le complément du nœud. Et ça, c'est un espace auquel on va pouvoir appliquer des outils de topologie algébrique et on va obtenir des invariants. Ça, c'était la façon dont tous les invariants étaient construits jusqu'en 1984. Alors, je vous donne un ou deux exemples de tels invariants. On a parlé un petit peu déjà du groupe fondamental. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut se faire pour n'importe quel espace topologique. Mais alors, prenons un nœud, on prend le nœud dans l'espace, on enlève le nœud, et puis après, on calcule le groupe fondamental
de ce qu'on obtient. Alors ça, c'est un invariant. Alors il est excellent, il a plein de bonnes propriétés. D'abord, il est extrêmement puissant. Ensuite, il est facile à calculer, dans le sens que si je vous donne un nœud avec un diagramme, c'est pas difficile de trouver ce qu'on appelle une présentation du groupe associé. Le problème avec cet invariant, c'est qu'il est très difficile à comparer. C'est-à-dire que si vous donnez deux présentations de groupe, alors je prends un nœud, je prends un autre nœud, je calcule le premier groupe, je calcule le deuxième groupe, comment est-ce qu'on peut démontrer que ces deux groupes ne sont pas isomorphes? Ça, c'est en général très difficile. Alors, donc ça, c'est un problème de cet invariant. Il y avait d'autres invariants qui étaient connus. Le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle le polynôme d'Alexander. Alors lui, il est très facile à calculer. Il est très facile à comparer, parce que comparer deux polynômes, c'est pas sorcier, d'accord? Si je vous donne un polynôme et un autre, il n'y a pas besoin d'avoir fini le bachelor en maths pour savoir si les deux polynômes sont les mêmes ou pas. Mais par contre, le problème, c'est qu'il a une puissance limitée. Alors, je vous donne deux exemples. Alors si par exemple, vous prenez le nœud trivial ici à gauche, et ce nœud, voilà, c'est un certain nœud, il s'avère que le polynôme, c'est un nœud qui est non trivial, et pourtant le polynôme d'Alexander a la même valeur pour ce nœud que pour le nœud trivial. Ça, c'est un peu embêtant. Un exemple plus naturel, si vous prenez le nœud de trèfle qui est ici ou son image miroir, dont j'ai déjà parlé, alors il s'avère que le polynôme d'Alexander ne peut pas les distinguer non plus. Alors ça aussi, c'est un peu embêtant. Donc voilà pour la théorie des nœuds avant Jones, avant 1984. Alors maintenant, je vais vous raconter l'histoire, la magnifique histoire de la découverte du polynôme de Jones. Vous verrez, c'est une histoire très genevoise. Alors, je dois faire un tout petit peu de préliminaire géométrique, disons. Alors, il y a un théorème qui était dû à Alexander, qui date il y a bien longtemps, que tout nœud peut être obtenu comme la clôture d'une tresse. Je ne vais pas vous définir une tresse, mais je vais vous montrer, ça c'est un dessin qui est pris d'un article de Jones sur son polynôme. Et donc, à gauche, c'est une tresse à 3 brins, et à droite, c'est la clôture de la tresse. Donc, je crois que là, l'image vaut mieux que 1000 mots. Je ne vais pas vous définir la tresse ni la clôture, mais je pense que vous savez un peu comment ça marche. Et donc, tout nœud peut être obtenu comme la clôture d'une tresse. Et si on fixe le nombre de brins, les tresses à n brins forment un groupe. Vous voyez, un groupe pour la juxtaposition, on met les tresses les unes sur les autres. Et ce groupe, il admet une présentation qui est très simple. Alors, je ne vous ai pas écrit la présentation, mais les tresses à n brins, il faut n-1 générateur et puis un certain nombre de relations. Ça aussi, c'est un théorème très, très ancien. Et ce qui s'est passé, alors là, je n'ai pas pu résister non plus à l'envie de vous montrer une photo de la section de maths telle qu'elle n'existe plus. Donc, moi, je passe devant tous les jours et j'adorais voir la façon dont cet immeuble s'est détérioré peu à peu jusqu'à ce qu'il s'effondre complètement. Mais à l'époque, la section maths, elle ressemblait à ça. Et là, pour les connaisseurs, reconnaîtront la cafétéria de la Migros, qui était là vraiment il y a 30 ans, quand je suis arrivé, mais qui a très vite été remplacée par plein d'autres choses, dont un escape game à la fin. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jones il travaillait sur la théorie des sous-facteurs, et il a étudié les opérateurs qui apparaissaient dans cette théorie, et il a montré que ces opérateurs satisfont certaines relations. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après son séminaire, tout le monde est descendu à un café qui s'appelait le Pinocchio. Alors ça aussi j'ai connu, je ne sais pas si tout le monde ici, enfin, je sais pas si beaucoup de gens l'ont connu, alors maintenant évidemment il n'existe plus, hein. Mais voilà, le Pinocchio on ne le voit pas dans cette photo, mais il est juste en bas, là, juste en bas de la section. Et tout le monde est descendu au Pinocchio, et Jones a discuté avec un étudiant de Michel Kerber, qui lui faisait sa thèse sur les nœuds, ou les tresses, et cet étudiant a dit à Jones, en fait, les relations que tu as là, ça ressemble aux relations des groupes de tresses. Jones n'avait jamais entendu parler de ces choses avant. Mais du coup, ça l'a intéressé, il s'est dit, bon, alors peut-être qu'il y a la place là pour un nouvel invariant. Et alors, il a travaillé très fort, et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il a découvert ce nouvel invariant qui depuis s'appelle le polynôme de Jones, lui n'a pas nommé comme ça. Et de façon assez fantastique, ce qui est passé, c'est que quand il a découvert ce polynôme, il n'était pas à Genève, mais il est parti aux États-Unis pour expliquer ce qu'il serait découvert, mais le premier endroit où il s'est arrêté pour exposer sa découverte, c'était Genève. Donc encore une fois, c'est à Genève que l'idée a émergé, et c'est à Genève que ça a été annoncé pour la première fois, et je sais par mon directeur de thèse, Claude Weber, que beaucoup de gens étaient très sceptiques à ce moment-là. Donc les gens qui ont entendu son exposé se disaient, ouais, il a encore redécouvert le polynôme d'Alexander, parce qu'il avait fait des très longs calculs, et puis il s'avérait que pour le nœud de trèfle, ça donnait un truc qui ressemblait quand même pas mal au polynôme d'Alexander. Et donc les gens se sont dit, bon, il s'est planté dans son calcul, c'est juste le même polynôme de nouveau, mais ok. Et en fait, pas du tout, c'était évidemment vraiment un nouvel invariant. Je vais vous donner quelques propriétés de ce polynôme. Alors d'abord, il se calcule facilement. C'est une bonne chose. Il est très puissant. Par exemple, donc j'avais donné ces deux paires
comme des exemples pour montrer que le polynôme d'Alexander n'était pas si puissant que ça, mais s'il est quand même très bien. Et bien, il s'avère que le polynôme de Jones distingue ces paires-là. Alors, la paire de gauche, c'est un peu anecdotique, la paire de droite, ça l'est beaucoup moins, et en fait, c'est lorsque Jones a dit « Non, mais regardez, si je fais le calcul pour le nœud de trèfle et pour son image miroir, j'obtiens deux résultats différents », c'est là que les gens se sont dit « Ah, là, vraisemblablement, il est quand même sur quelque chose. Là, ça doit être quand même quelque chose d'un truc nouveau. » Et en fait, il est tellement puissant, cet invariant, qu'on conjecture, c'est une des plus grandes conjectures ouvertes dans le domaine, on conjecture qu'en fait, il vaut 1 si et seulement si le nœud est trivial. Qu'en fait, le polynôme de Jones distingue le nœud trivial. C'est une conjecture qui a été vérifiée par ordinateur jusqu'à 22 croisements, mais elle est toujours ouverte. Mais ce n'est pas un nœud complet. Pardon, excusez-moi, ce n'est pas un invariant complet. Un invariant complet, c'est quoi? C'est un invariant qui distingue tous les nœuds. Alors, il n'est pas complet, mais il faut monter jusqu'à 11 croisements pour trouver deux nœuds qui sont distincts, mais qui ont la même valeur de polynôme de Jones. C'est une paire de nœuds très célèbre, qui est tellement célèbre que si vous allez vous balader à Cambridge, à l'entrée du département de maths, vous allez voir le portail, sur le portail, vous verrez cette paire de nœuds. Donc pour pas dépasser, mais pour l'histoire, ce sont des nœuds qui s'appellent mutants. Donc on peut obtenir l'un à partir de l'autre par une mutation, et il s'avère que le polynôme de Jones ne distingue pas les nœuds mutants. Ok. Je vais vous donner alors, donc voilà, c'est déjà très bien d'avoir un nouvel invariant, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec, par distinguer des nœuds? En fait, on peut prouver des conjectures. Et ce qui s'est passé, et de nouveau, c'est une preuve qui est très genevoise, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la conjecture de Tate, c'est la suivante. Donc, Jean-Claude nous a parlé de Tate, qui était la première personne qui a essayé de faire des tables de nœuds, c'était à la fin du XIXe siècle. Et en fait, ce que Tate faisait, c'est qu'il faisait ces tables en supposant certains énoncés qui étaient vraisemblables. Et il ne les a jamais formulés comme des conjectures, mais il les supposait vraisemblables. Il les supposait vrais et il travaillait avec ça. Et donc, c'est ce qu'on a appelé par la suite des conjectures de Tate. En voici une. Un diagramme est alterné si les croisements alternent de dessus à dessous. À gauche, vous avez un diagramme alterné. À droite, un diagramme qui n'est pas alterné. Je pense que c'est une définition à peu près claire. On dit qu'un diagramme est minimal s'il n'y a pas de diagramme pour le même nœud avec moins de croisements. Alors à gauche, voilà un exemple de diagramme minimal. Donc clairement, on n'arrivera pas à faire le nœud de trèfle avec moins de croisements que 3. Par contre, si on a un diagramme qui a cette forme-là, vous voyez que là, clairement, ce ne sera pas un diagramme minimal, parce que si vous prenez, je sais pas, la boîte de droite et puis que vous la faites tourner comme ça un demi-tour, vous arrivez à réduire le nombre de croisements tout en gardant le même nœud. Et alors la conjecture, et finalement, excusez-moi, un diagramme est dit réduit s'il n'a aucun croisement de cette forme-là, de la forme à droite. Et donc la conjecture de Tate, qui est devenue un théorème après l'invention du polynôme de Jones, c'est que tout diagramme alterné et réduit est minimal. C'est quelque chose qui, si on y pense un petit peu, c'est relativement intuitif. Si on a un diagramme qui est alterné et qui n'a pas de croisement comme ça, alors on ne va pas pouvoir trouver un autre diagramme avec moins de croisements pour le même nœud. Ça, c'était juste une de ces conjectures avec lesquelles Tate travaillait sans vraiment le formuler. Et voilà, c'était une conjecture ouverte, et près de 100 ans après sa formulation, disons, 3 mathématiciens ont plus ou moins indépendamment démontré cette conjecture. Tout diagramme alterné est réduit et minimal, et c'est donc une preuve qui repose de manière essentielle sur le polynôme de Jones. Et c'est une preuve qui peut se donner, en première année, vous pouvez comprendre cette preuve sans aucun problème. C'est une preuve qui est totalement élémentaire. Et donc pourquoi je disais que c'était une preuve genevoise? C'est parce qu'en fait, Murazugi a démontré ce théorème quand il était à Genève, en visite à Genève. Kaufmann a démontré ce théorème quand il était en visite à Genève. Kilsworth Switch, je ne suis pas sûr. Et je sais même par Jean-Claude que ces deux mathématiciens ont démontré ça dans son bureau. Parce que c'était en 86 et Jean-Claude était en année sabbatique. Et donc il a prêté son bureau aux visiteurs. Et donc ces deux visiteurs ont discuté ensemble. Et voilà une grande contribution de Jean-Claude à l'histoire des mathématiques genevoises, en particulier. Donc voilà, non seulement c'est un invariant puissant, en plus ça permet de démontrer les conjectures. Très bien. Et c'est ma dernière slide, je veux juste vous expliquer pourquoi, non seulement c'était un nouvel invariant, non seulement ça a permis de démontrer les conjectures, mais ça a vraiment donné naissance à un nouveau champ de recherche extrêmement actif. Donc ça a commencé en 84 avec la découverte du polynôme qui porte le nom de Jones maintenant. Dès l'année suivante, 6 mathématiciens dont les initiales ensemble forment le mot Homefly ont découvert un polynôme qui donc porte leur sinon, sous forme d'acronyme, qui étant en même temps les polynômes de Jones et les polynômes d'Alexander. Donc en fait, le polynôme de Jones et d'Alexander avaient une propriété similaire.
on pouvait les calculer avec ce qu'on appelle les relations Skein. Et donc, en fait, très vite, les gens se sont rendus compte, ah, ok, là, il y a quelque chose à faire. Et donc, ils ont généralisé d'un seul coup les deux polynômes. Et donc, ça, c'est en gros, c'est l'invariant polynomial le plus puissant qu'on ait en ce moment. Et en 88, Ed Wheaton a fait une extension heuristique du polynôme de Jones à des invariants de 3 variétés. Donc, variété, vous voyez un peu ce que c'est. Donc, maintenant, c'est des objets qui ressemblent à R3. Et en fait, ces invariants ont été construits quelques années plus tard par Reshetnikhin et Turayev. Vous voyez les photos ici. Et en 1997, je voulais mentionner la conjecture du volume par Rinat Kashev, notre président, qui est aussi une conjecture qui est toujours ouverte, mais qui a donné énormément d'activité dans le domaine. Et finalement, en 2000, la catégorification du polynôme Jones par Kovanov. Alors, ça a été une sorte de deuxième révolution dans le domaine, où Kovanov a réussi à trouver un invariant qui était ce qu'on appelle une catégorification, qui est un invariant encore plus puissant que l'invariant de Jones. Et ça donnait encore une grosse explosion d'activité. Donc voilà, pour vous dire que ce nouvel invariant, ce n'était pas juste quelque chose d'anecdotique, ça a vraiment été la naissance d'une nouvelle ère en théorie des nœuds et en topologie de basse dimension. Merci pour votre attention.